Soirée spéciale élection cantonale, présentée par Fabrice Germanier et Vincent Franière. Les 6 présidents de partis débattent de leur stratégie et affichent leurs ambitions en vue du 2 mars prochain. C'est tout de suite sur Rhône FM et en images sur Rhône TV. Bonsoir, Rhône FM et le Nouvelliste donnent conjointement ce soir leur coup d'envoi de la campagne élection cantonale 2025. Vincent Franière et moi-même avons réuni, vous venez de l'entendre, les 6 présidents de parti du Valais roman engagés sur au moins l'un des 2 tableaux en vue des échéances du 2 mars, à savoir le Grand Conseil et le Conseil d'État. Sont donc avec nous jusqu'à 20h par ordre alphabétique Clément Bourgeot, président du Parti socialiste du Valais roman. Bonsoir. Bonsoir. Philippe China, à ses côtés, coprésident des Verts Valais. Bonsoir. Claude Critin, président du Centre Valais roman. Philippe Janssen, coprésident des Verts libéraux du canton du Valais. Bonsoir. Donald de Mos, président de l'UDC du Valais roman. Bonsoir tout le monde. Et enfin, avec la lettre P, Vincent Pravato, président du PLR FDP Valais-Valis. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce débat va s'articuler autour de 3 grands chapitres. Le premier dédié au Conseil d'État, le deuxième au Grand Conseil, et puis dans un troisième temps, nous tenterons et tâcherons d'aborder des sujets de fond. Alors on va commencer avec le Conseil d'État. Lundi, tout premier fait de campagne, Christophe Darbelay, je vais me tourner rapidement vers Claude Critin. Christophe Darbelay a annoncé réfléchir sérieusement à se porter aussi candidat à la succession de Viola Amert au Conseil fédéral. Claude Critin, la situation est assez inédite. Est-ce que ça n'est pas dangereux pour votre parti, le Centre ? Bon, c'est une configuration totalement nouvelle. Avec toute opportunité, il y a toujours des risques. Je pense que Christophe en est pleinement conscient. S'il ne pouvait pas ne pas se poser la question et ne pas se diriger vers cette réflexion, il est dans cette phase, à nous d'en tirer le meilleur. Alors on avait le sentiment que tout était joué, pour ainsi dire, avant même le début de cette campagne, vu le faible nombre de candidats, 6 on le rappelle, pour 5 postes. Est-ce que, on va faire un tour de table, messieurs, est-ce que tout cela, enfin, cette annonce de Christophe Darbelay, elle change la donne ? Je me tourne peut-être tout d'abord vers Clément Bourgeot du Parti socialiste. Écoutez, pour nous, au PS, pas vraiment. On se concentre sur notre campagne, sur notre candidat Mathias Reynard, et puis on regardera les résultats le 2 mars. On a bon espoir de faire un bon score avec lui, mais non, notre stratégie a été de présenter Mathias Reynard, c'est ce qu'on a fait. On y va à fond avec lui, et puis les autres partis, on leur souhaite tout le meilleur, mais on espère faire le meilleur score, nous, le 2 mars. Philippe Janssen, vous n'avez pas de candidat au Conseil des États, au Conseil d'État, mais est-ce que cette annonce vous a surpris ? Comment vous avez réagi ? Alors, je me suis beaucoup posé la question de la représentativité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit un peu dans les médias adémaniques. Des représentants latins, si M. Darbelay devait être élu, seraient majoritaires au Conseil fédéral. Et en plus, on aurait 2 Valaisans de suite, probablement dans le même département. Donc, je pense que c'est un scénario plutôt peu probable. Philippe China, sur cette annonce, là également, vous voyez une opportunité peut-être pour votre candidat, Emmanuel Reva ? Oui, ça c'est la question de tous les journalistes. Est-ce que tout à coup Emmanuel Reva ou est-ce que Christophe Darbelay va être sanctionné par son envie finalement de courir après 2 lièvres ? Vous le pensez quand même, vous l'avez dit quand même. Vous trouvez que c'est pas... la question c'est aux électeurs de se poser la question. Est-ce que ça fait du sens d'avoir des candidats qui pensent déjà à autre chose ? Nous, on est obligé de faire la campagne de Christophe. On est obligé de faire la campagne d'Emmanuel. On va la faire. On espère qu'il fasse le meilleur score possible. Et c'est pas impossible qu'il y ait l'un ou l'autre des électeurs qui disent tiens, pourquoi je voterais pas plutôt Emmanuel Reva qui lui se concentre sur le Valais. Vincent Pravato, on va faire le tour. Vincent Pravato visait 2 lièvres à la fois. Vous regardez ça d'un œil forcément un petit peu externe, mais enfin, ça vous semble crédible ? Écoutez, c'est un hasard du calendrier, on va dire, et je comprends tout à fait la position de Christophe Darbelay. Je pense que s'il y avait eu 13 candidats, comme on l'a connu en Valais, ça aurait pu avoir un impact. Mais là, sur 6 candidats, je pense qu'en tout cas, le Centre Valais roman a toute sa place autour de la table du Conseil d'État, et je ne pense pas que ça va péjorer cette élection. Donald de Mos, on sait que Christophe Darbelay n'est pas forcément le chouchou de l'UDC, vu son passé. Vous, comment vous réagissez à cette annonce, à son annonce ? On précise, on rappelle qu'on est au stade des réflexions pour l'instant.
Tout à fait. Écoutez, la problématique de Christophe Darbellay avec l'UDSC, c'est plutôt par rapport à une élection au Conseil fédéral. Donc on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on est dans le cadre cantonal et c'est vrai que nous, au niveau de l'UDSC, on va se concentrer, comme l'a dit tout à l'heure Clément, sur l'élection qui vient, faire élire le mieux possible notre candidat Franz Ruppen, qui vient du Haut-Valais, qui a eu quand même des dossiers difficiles à prendre en main pendant cette législature et sur lequel on compte à 100% pour la prochaine législature. Donc on ne va pas s'inquiéter de ce que fait le PDC. On espère que le centre trouve la meilleure formule. S'il peut nous imposer un deuxième conseiller fédéral valaisan à Berne, tant mieux pour le Valais. Mais ce n'est pas le sujet pour l'UDC. Merci. Claude Critin, juste pour être très franc, vous avez fait un communiqué de presse, vous soutenez Christophe Darbellay, donc vous espérez qu'il soit candidat au Conseil fédéral. Il faut espérer que le 3 février, il soit sur le ticket du centre à Berne et ça ne vous pose pas de problème qu'il fasse une campagne au Conseil d'État et une campagne au Conseil fédéral simultanément, pour vous? Franchement. À la première question, c'est évident qu'on soutient et puis on espère qu'il ait toutes ses chances de pouvoir accéder à ces hautes fonctions, mais pour le Valais. On ne l'espère pas simplement pour une raison de parti. Mais être candidat au Conseil d'État et candidat au Conseil fédéral et conseiller d'État en place, est-ce que c'est réaliste? Franchement. Cette réalité-là, elle nous est imposée. Est-ce que c'est réaliste? Non, Christophe Darbellay pourrait dire « Je suis candidat au Conseil d'État, malheureusement, ce n'est pas le bon timing, je ne suis pas candidat au Conseil fédéral. » Elle nous est imposée par le fait qu'on a un candidat qui est intéressé, quelqu'un qui est intéressé. Donc, je veux dire, quelqu'un qui s'engage dans la politique, c'est son droit de se porter, si ce sont les compétences, de se présenter vers une fonction. Et je pense que tous ces gens qui s'engagent dans tous nos partis, ils doivent quand même savoir que lorsqu'il y a des possibilités d'évoluer dans leur carrière et puis d'être encore plus utiles auprès de la population, ils doivent le faire. En l'occurrence, effectivement, il y a 2 mandats qui se présentent. Ça arrive dans le monde de l'entreprise aussi, qu'il y a des gens qui changent de poste et il y a d'autres opportunités. La politique, la vie publique, ça peut se rapprocher du vrai. On a quand même l'impression, dans ce Conseil d'État actuel, il y en a 2 qui partent, Roberto Schmitt et Frédéric Favre, et puis il y en a 2 qui laissent sous-entendre, enfin, Franz Ruppen l'a dit, Donald Moss, qui ferait 4 ans Conseil d'État s'il est élu, mais qui peut imaginer un double mandat en fin de mandat s'il est conseiller aux États. Christophe Darbellay, pour l'instant, n'a pas complètement démenti ça. Il a dit qu'il se concentrait sur l'élection au Conseil d'État, mais dès qu'il peut être conseiller fédéral, il chasse de lièvre, on met ça comme ça. C'est plus intéressant Berne que le Valais pour ces gens. On a l'impression vraiment que pour Franz Ruppen, il vient d'arriver conseiller d'État, il a fait une période, et puis là, au milieu de deuxième période, il peut imaginer faire un double mandat. On ne peut pas imaginer qu'un double mandat aille plus loin qu'une année et demie aujourd'hui. On ne peut pas imaginer qu'un double mandat dure 4 ans ou 5 ans et demi. Donc est-ce qu'on n'a pas l'impression que tous ces gens veulent repartir à Berne et que c'est mieux Berne que le Valais? Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est mieux Berne que le Valais, mais c'est vrai que dans une carrière politique, aller à Berne, finir une carrière à Berne, c'est quand même plus intéressant. Mais il a déjà été Franz Ruppen à Berne. Et Christophe Darbellay aussi. Là, pour finir sa carrière, là, je pense comme Christophe. Maintenant, Franz s'est engagé pour rester jusqu'au bout par rapport à son mandat au Conseil d'État s'il est élu le 3 mars prochain, ce qu'on souhaite fortement. Et je pense que la problématique politique actuelle nécessite une vision cantonale et fédérale aussi pour faire évoluer les sujets et pour trouver les bonnes formules pour notre population locale. Alors c'est vrai que là, si on peut compter sur des gens d'expérience, c'est mieux que d'avoir des nouveaux qui doivent refaire leur apprentissage quand ils arrivent à Berne. C'est pour ça que Franz serait un bon candidat futur pour le Conseil des États. En cours de mandat, c'est égal pour vous? Non, c'est pas égal. On aurait souhaité que ça soit après, mais le calendrier politique fait que c'est pas possible que ça soit après. Donc, on verra encore d'ici là comment les choses évoluent. La loi cantonale ne permet pas 2 doubles mandats, donc il faudra choisir entre un double mandat de Christophe Darbellay ou un double mandat de Franz Ruppen. Philippe Chinard, 6 candidats pour 5 places. Jusqu'à cette semaine, on disait Emmanuel Rava, vu le poids des Verts, aura des difficultés à être dans les 5 premiers, puisque c'est mathématique, et puis même si c'est une élection la majoritaire, il y a quand même des poids politiques qui sont là. Vous n'êtes pas sur la même liste que Mathias Renard, contrairement à il y a 4 ans, vous êtes tout seul, donc vous pesez un certain pourcentage qui ne permet pas de menacer les 35% de Christophe Darbellay ou les 20 et quelques pourcents de Franz Ruppen. Ces changements-là, Ruppen qui va aller au Conseil des États peut-être, Darbellay qui va aller au Conseil fédéral, qui va peut-être aller au Conseil des États, est-ce que ça donne une chance supplémentaire à Emmanuel Rava ou pas, pour vous? Est-ce que c'est un fait de campagne qui change la campagne? C'est un fait de campagne qui aura un impact. Maintenant, l'ampleur de l'impact, on peut pas préjuger aujourd'hui. C'est quoi l'impact pour vous? Mais
vous parliez de fait de campagne. Le premier fait de campagne, c'est justement qu'il n'y a que 6 candidats. Ça, c'est le premier fait de campagne. C'est la faute à qui? Mais c'est la faute à vous étiez deux il y a 4 ans. Hein. Non, mais c'est la faute notamment à tous les partis qui ont des sortants et qui ont tous décidé de ne pas attaquer, entre guillemets, d'autres sièges. Mais ça, c'est l'histoire du Valais politique. C'est l'histoire du Valais politique, mais on a le droit de ne pas être d'accord avec l'histoire du Valais politique. Il y avait quand même 13 candidats il y a 4 ans. Ça, c'est l'exception. C'était il y a 8 ans. C'était 8 ans. Hein. Oui, mais au moins on offre un choix à la population. Là, si vous prenez simplement certaines assemblées primaires ont désigné des candidats qui seront peut-être sûrement élus. Si vous prenez Madame Biner, finalement, c'est peut-être qu'une seule personne dans le Haut-Valais qui a décidé que Madame Biner serait la candidate au Conseil d'État. Donc on a une personne qui a élu un conseiller d'État. Et ça, c'est un problème. Maintenant, sur l'histoire de Christophe Darbellet ou des doubles mandats, moi, j'invite la population à se poser des questions. C'est simplement ça. Et donc c'est aussi Franz Ruppen, le double mandat. Pour l'instant, c'est lui qui a les s'entendre. Oui. Mais moi, je me demande... Je peux comprendre que pour Christophe Darbellet, le timing, il ne le gère pas. Ça, je comprends tout à fait. Dans le cas de Franz Ruppen, je le comprends moins parce que pourquoi en parler déjà maintenant en pleine campagne? Encore une fois, je pense que c'est des gens qui sont un petit peu sûrs d'être élus. Et puis vraiment, moi, je crois que la population, elle devrait regarder un peu mieux. Et puis, il y a un 6e candidat, mais qui est pétri de qualité. Et puis, je pense que ça sera utile que les gens l'écoutent pendant cette campagne, et puis peut-être qu'il se passera quelque chose. Mais 2 élus de gauche au Conseil d'État à 5, ça paraît compliqué. 2 élus du Haut-Valais à 5, c'est pas compliqué. Donc la gauche, c'est 25%. Le Haut-Valais est plus solidaire que la gauche? Oui, probablement, pour l'instant, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de femme ou qu'il n'y ait qu'une seule femme, il y a plein d'anomalies. On peut regarder ça dans tous les sens. Voilà. Donc moi, je pense que la campagne, elle doit être menée, et puis aux gens de se faire leur avis. Philippe Janssen, c'est vrai, ça a été relevé. Hein, il y a peu de candidats cette année. Vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas sur les rangs pour le Conseil d'État. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ça aurait quand même été, franchement, un forum pour vous. Oui, alors des Verts libéraux sont particulièrement flattés qu'on puisse jouer à la cour des grands, si j'ose dire, sachant que nous avons même pas 5 ans. Notre parti a été fondé en mai 2020. Donc chaque chose en son temps. Nous sommes dans une croissance constante, mais positive depuis des années. Depuis le début, on croît, gentiment mais sûrement. Et puis je pense que le temps sera bientôt venu de proposer même des candidatures au Conseil d'État. Mais voilà, cette fois, ça ne s'est pas fait et c'est comme ça. Il y a 4 ans, Mathias Renard, ça a été dit, je crois, a été accompagné de 2 candidats des Verts. Hein. Il s'agissait de Brigitte Wolf et de Magali Di Marco. Est-ce que Clément Bourgeot, c'est la fin de l'idylle entre les Verts et le PSVR? Est-ce que vous devez évoluer séparément, cet acté maintenant? Je ne crois pas qu'il y ait une fin d'idylle. Je crois qu'on travaille très bien ensemble. Si on regarde autour de la table, je pense que ça surprendra personne pour dire qu'on est sans doute les 2 partis qui collaborent le plus proches à gauche. Donc non, il n'y a pas de fin d'idylle. On en a discuté ouvertement depuis des mois. Et puis on est arrivé des 2 côtés à la conclusion que ça allait très bien de partir sur des listes différentes, mais c'était pas fait dans la colère ou dans une conclusion. Quels sont les éléments qui vous ont conduit à cette conclusion? Alors pour nous, notamment, c'était le fait que dans nos statuts, on doit avoir une parité sur les listes. Et puis, il y aurait eu 2 hommes, ce qui posait problème. Voilà. C'est pas un peu rigide comme règle? On a les statuts qu'on a, on respecte nos statuts au PS. Mais il y a les statuts, puis il y a les règles, mais il y a aussi la réalité. Aujourd'hui, moi, quand je vais sur les réseaux, je vois plus souvent Mathias Renard avec Christophe Darbellet que Mathias Renard avec Emmanuel Revin. Bon, je dois le dire. Dans campagne, j'ai l'impression que Mathias Renard fait campagne avec les sortants, entre autres Christophe Darbellet et Franz Ruppen, plutôt qu'avec Emmanuel Revavert dans cette campagne. Hein. C'est quand même drôle de dire ça quand vous avez dit il y a une demi-heure qu'on lance la campagne aujourd'hui. Oui, mais... Mathias Renard est ministre depuis 4 ans, c'est peut-être aussi ça la différence. C'est que pour lui, son agenda de campagne est différent d'il y a 4 ans quand il n'avait pas les fonctions de ministre. On verra souvent Emmanuel Revavert et Mathias Renard ensemble dans la campagne. Franchement. On le souhaite. En tout cas, ils ne vont pas s'éviter. D'ailleurs, le 31 janvier, ils seront dans le Haut-Valais ensemble. Et dans le Valais roman? Dans le Valais roman, on n'a encore pas tout planifié, mais c'est pas exclu qu'ils soient ensemble réunis à certains événements. Voilà. Et puis, pour revenir sur il y a 4 ans, en fait, c'était l'exception. Les Verts ont toujours présenté un seul ou une seule candidature. Et il y a 4 ans, c'était notre rapport, notre soutien au PS pour faire élire Mathias Renard. Et c'est ça qui avait mené surtout au fait qu'on ait une liste commune.
Je vais revenir brièvement encore au chapitre Christophe Darbellet pour le clore définitivement. En faisant un peu de politique fiction, il pourrait être élu au Conseil fédéral, on pourrait arriver avec une élection complémentaire qui serait nécessaire ici en Valais, ce qui veut dire que ce siège serait disponible, mais uniquement par un candidat qui serait donc domicilié dans les districts du Bas-Valais, c'est-à-dire Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Montaix. Est-ce qu'autour de cette table, on peut imaginer bien sûr que le centre défendra ses positions, mais est-ce qu'autour de cette table, ce sera en quelque sorte de nouveau une tacite pour le centre, ou est-ce que quelqu'un se sentirait d'attaque, c'est le cas de le dire, pourrait aller chercher, pourquoi pas, le duel avec le candidat qui serait du centre? Je vais poser la question à Vincent Bravato. Vous avez du monde dans le Valais roman, mais pas ailleurs. Alors écoutez, on a du monde dans le Haut-Valais aussi, je tiens quand même à le préciser, au PLR FDP Valais-Valis. Un peu moins. Mais un peu moins, beaucoup moins même, heureusement qu'on a encore un peu plus que ça en Valais roman. Non, alors pour ce qui est d'une élection complémentaire, alors bon, c'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour du tout pour le moment. Non, je dis c'est la politique fiction. Mais voilà, dans la politique fiction, franchement, j'ai encore pas réfléchi, mais je pense qu'en tout cas, les positions au PLR, c'est quand même de se dire que sur un collège de 5 personnes, le PLR n'a pas à avoir plus qu'un siège vu comme c'est actuellement, et puis le centre Valais roman par contre a tout à fait sa place autour du collège, et puis on l'a vu que dans le Bas-Valais, c'est sorti encore dans le Nouvelliste aujourd'hui ou hier, il y a quand même pas mal de papables potentiels pour succéder, s'il le fallait, à Christophe Darbellet. Donald Moss, en cas d'élection complémentaire, l'UDC-VR ne bouge pas, ou est-ce qu'enfin elle essaie peut-être de mettre le pied dans la porte, parce que ça va être compliqué pour l'UDC du Valais roman d'entrer un jour dans ce gouvernement? Bon, écoutez, c'est encore de la politique fiction, mais c'est vrai que c'est des questions qui se poseront si elles devaient se poser après le premier tour. Et puis là, effectivement, il y a peut-être une réflexion avec On a quand même beaucoup de membres dans le côté Chablais et Bas-Valais qui pourraient vouloir ou avoir des idées par rapport à une représentation au Conseil d'État. C'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est certainement une réflexion qui devra se faire si l'opportunité se pose. Alors poursuivons avec Philippe Chinat, là aussi sur cette même question de la complémentaire éventuelle. Oui, avant une éventuelle complémentaire, il y a un éventuel deuxième tour. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si nous, on récolte les 50 signatures et on dépose une candidature pour le deuxième tour, si Christophe Darbellet est engagé plus loin dans le processus d'élection. Et ça c'est assez intéressant comme situation. Ce sera cocasse, mais ça ne veut pas dire que vous attaquerez le siège du centre. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous, on a le choix de provoquer un deuxième tour. Mmh. Et pour un éventuel deuxième tour, le centre sera peut-être dans une position un peu moins confortable. Et vous le feriez, vous êtes prêt aujourd'hui à vous dire, au deuxième tour, on y va? Ou ça dépend vraiment des résultats du premier tour. Mais qu'est-ce qui ferait que justement vous décidiez d'y aller ou pas? Si on juge que l'écart, il est réaliste. C'est combien l'écart réaliste? On a eu dit 10 000 voix, c'est réaliste. 20 000 voix, c'est plus réaliste. Est-ce que vous pouvez dire ça? Mais pas. J'ai pas fait cette réflexion, mais comme ça, je suis assez d'accord. Mais il faut regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si les Verts déposent le mardi suivant l'élection du premier tour la liste pour le deuxième tour. Alors, qu'est-ce qui se passe, Claude Crétin? Darbellet sur le ticket pour le Conseil fédéral avec un Suisse alémanique ou une Suisse alémanique. On est le 2 février. Les résultats du premier tour sont connus. Les Verts demandent un deuxième tour. Qu'est-ce que vous faites? Mais il se passe ce qui doit se passer lorsqu'on décide de proposer des gens à ces postes. Il faut qu'une élection se fasse. Moi, c'est tout à fait légitime que chaque parti se dise je veux avoir une place au gouvernement. Vous allez mettre deux candidats, vous? Alors, nous, ce qui est sûr, c'est que nous avons un candidat, Christophe Darbellet, et ce candidat, Christophe Darbellet, quand on voit le timing avec... Mais dans le cas de figure, là, vous allez mettre un deuxième candidat au deuxième tour? Alors, en tout cas, on va mettre un candidat, ça c'est sûr. Je suis pour l'action politique, le débat. Il faut que, mais ça peut être la population... Darbellet. Nous, aujourd'hui, on a 2 candidats quelque part de la famille C, parce qu'on considère que c'est une place qu'on peut occuper. On n'a pas... D'ailleurs, sinon, on aurait mis 3, 4 candidats, on voulait en faire la révolution. On pense tout à fait légitime d'occuper ces places. On a un excellent candidat. Il peut aller dans plusieurs configurations, mais dans cette logique, nous avons un candidat et nous continuons ainsi. Ouais, il faut tout de même rappeler, pour la bonne compréhension des choses, que le dépôt des listes pour le Conseil d'État aura lieu avant l'élection du Conseil fédéral, ce qui veut dire que même si Christophe Darbellet figure sur ce ticket, il n'est pas encore élu au Conseil fédéral et qu'on n'est pas encore à l'élection complémentaire. Exactement. Ça, c'est pour la bonne compréhension de tout le monde.
Votre souci à vous, c'est un peu les jaunes du Haut-Valais. Roberto Schmidt s'est arrêté. C'est une candidate noire qui a été choisie pratiquement par les Noirs et par le centre. Christophe Darbelet a dit « je veux être sur le ticket avec Francisca Binaire et pas avec quelqu'un d'autre ». Les jaunes aujourd'hui disent on soutient le centre, mais jamais ils n'ont dit, ils ont prononcé les noms des candidats. Darbelet, Binaire, vous pouvez le voir partout, ils ne prononcent pas le nom des candidats. C'est quoi les jaunes pour vous aujourd'hui ? C'est des gens de gauche ? C'est plus des gens du centre, c'est un junior partner, c'est qui les jaunes du Haut-Valais pour Claude Critin ? Alors les gens de gauche, c'est peut-être... Les jaunes plutôt. Oui, les jaunes. Ouais. Est-ce que c'est des gens de gauche ? Comment vous les considérez-vous, Claude Critin ? C'est des gens qui supportent la famille C, qui supportent les activités des centristes. Et puis pour moi, c'est vraiment l'essence du centre. Le centre, c'est avoir la capacité de parler avec les gens qui sont du centre-gauche et du centre-droit, et ils ont tout à fait légitime pour être de la famille C. C'est pas autre chose. Je vous prends une citation de Sidney Camerzan dans le dernier Matin Dimanche. Il dit « Le salut du centre passera par une droitisation des troupes selon le modèle haut-valaisan. Les théories de centre-gauche n'apportent rien à notre parti. » C'est le grand écart entre Sidney Camerzan et Claude Critin, là, non ? Non, c'est pas les grands écarts. Non ? C'est simplement la fonction même de Claude Critin. C'est la langue de bois. De permettre aux gens qui considèrent que les idées du centre, c'est des idées qui permettent au maximum d'aller vers les solutions, de se réaliser avec les idées du centre droit et du centre gauche. Maintenant, les gens du centre gauche vous feraient la même phrase en disant que les idées du centre droit n'apportent rien dans nos débats. Mais quand vous avez des ténors comme Sidney Camerzan qui disent que c'est ça l'avenir du parti, quand vous avez Christophe Darbelet qui aujourd'hui est plutôt considéré comme quelqu'un de centre droit alors qu'il a commencé sa carrière pratiquement au centre gauche, vous avez quand même les ténors de votre parti qui sont beaucoup plus à dire il faut être encore plus à droite, il faut être sur les mêmes thèmes que l'UDC. C'est un peu ce que dit le PLR au niveau national, on le discutera tout à l'heure. Il y a quand même cette tendance-là qui est assez lourde. Aujourd'hui, dans le Haut-Valais, il y a des jaunes qui quittent les jaunes pour aller, non pas chez les Noirs, parce qu'ils n'iront jamais chez l'ennemi et chez le voisin, ils iront plutôt à l'UDC. L'UDC profite de cette tendance-là aujourd'hui. Vous devez le reconnaître. Mais bien sûr, mais c'est toute la différence entre être un parti ou être une famille. Dès qu'on est une famille, il y a d'autres amis. Et puis c'est tout le travail qui est intéressant, c'est de permettre d'avoir une dynamique familiale, ce qui nous permet de mener une politique et puis d'amener vers des solutions et des décisions. C'est notre chance, mais il y a des inconvénients toujours. Je me tourne maintenant vers Vincent Pravato à nouveau, donc président du Parti libéral radical valaisan. On se souvient tous de cette primaire qui a été organisée le 14 décembre à Châteauneuf-Comté, au terme de laquelle c'est donc Stéphane Ganzer qui a été très nettement désigné au détriment de Sonia Tos-Cornu. Il a été adoubé à presque 2 contre 1, à 64,5%, c'est presque du 66%. Est-ce que, oui ou non, pensez-vous, Vincent Pravato, que ce duel finalement risque de laisser des traces, que ça pourrait vous coûter des voix, des suffrages ? Non, alors pas du tout. D'ailleurs, dès que le résultat était connu, Sonia a très clairement dit à toute l'Assemblée de soutenir à fond Stéphane Ganzer. Il était clair dès le début que l'Assemblée risquait de partir pour l'option d'un ticket avec un seul candidat sur ce ticket. Et donc évidemment, il fallait avoir conscience qu'en se présentant devant l'Assemblée, on risquait de ne pas être retenu pour le ticket et puis après de jouer fair play, entre guillemets. Sonia est quelqu'un qui a vraiment le parti en tête, elle donne tout pour le parti. D'ailleurs, elle a dit qu'elle restait à disposition du parti pour rester chef de groupe. Donc il y a vraiment un appel à voter Stéphane Ganzer. Mais l'option de la liste ouverte, on s'en souvient, elle n'a pas été balayée, hein, c'était assez proche. Oui, c'était assez proche. Après, c'est les sensibilités des gens. Le comité a présenté son avis devant l'Assemblée, ça avait été discuté longuement en comité. Et puis après, l'Assemblée, il y a eu des interventions et des personnes qui ont donné leur avis. Ça a pu faire basculer certaines personnes ou autres, mais l'avis final, c'est l'avis de l'Assemblée générale qui est l'organe suprême. Et puis, on est content du résultat de ce qui a été décidé. Il y a quelques semaines, on pouvait lire dans Le Confédéré qu'il fallait arrêter de parler de friction, de désaccord ou de clivage entre libéraux et radicaux au sein du PLR, que ça n'existait pas du tout. C'est vraiment de la fiction, c'est les journalistes qui l'inventent, ou est-ce qu'il y a quand même des courants qui traversent ce parti ? On peut penser d'ailleurs que Stéphane Ganzer et Sonia Tos-Cornu, c'est pas tout à fait le même bois. Alors je pense que sur certains sujets électoraux, évidemment, enfin électoraux de votation, évidemment qu'il peut y avoir deux avis qui divergent sur un parti qui rassemble quand même assez largement, un parti du centre, effectivement, il peut y avoir des avis divergents. Pour autant, je dirais pas qu'il y a deux courants, c'est-à-dire un courant où les personnes voteraient toujours différemment d'autres courants, quoi que ce soit, on reste un parti uni, et puis effectivement, il y a des avis parfois qui divergent dans un parti. S'il y a eu un tel écart entre Sonia Tos-Cornu et puis Stéphane Ganzer à la primaire, est-ce que ça veut pas dire ça ? Est-ce que ça veut pas dire que le
courant, disons, radical ne se sentait plus représenté. Philippe Nantermont est quelqu'un de libéral, Sonia Toscornu aussi. Frédéric Favre a peut-être une carrière politique avant le Conseil d'État qui n'existait pas, donc il n'a pas un passé politique. Est-ce qu'il n'y a pas là un message de la base radicale de votre parti pour dire nous, on veut aussi avoir quelqu'un qui représente notre base dans les deux postes importants, conseiller national pour vous et conseiller d'État? Alors, je rappelle tout d'abord que Sonia est membre du parti, avant la fondation du PLR, elle était membre du parti radical et non pas du parti libéral. Sonia est maintenant membre du PLR, comme Stéphane Ganzer, et ils ont une tendance qui convergent. Après, effectivement, comme vous le savez, à une assemblée générale où on a des candidats qui sont désignés par l'Assemblée, eh bien, s'il y a le vote régional, il compte aussi beaucoup dans ce genre de situation. Et puis, s'il y a plus de candidats d'une partie du Valais, ça peut aussi faire pencher la balance. Et des fois, c'est une petite information comme ça qui peut changer, et pas forcément non plus que la personne. On va passer maintenant au deuxième chapitre, celui dédié au Grand Conseil. On tâchera de mener ça tambour battant pour pouvoir ensuite aborder des sujets de fond. Là, je me tourne à nouveau vers vous, Philippe Janssen, des Verts libéraux. Cette fois donc, vous volerez de vos propres ailes. L'alliance avec le PLR n'a pas été renouvelée. Vous avez affirmé, déclaré qu'avec 2 députés suppléants, sauf erreur, élus du district de Martigny, sur des listes PLR, eh bien, ça n'avait pas vraiment fonctionné, que ça n'était pas une expérience positive. Réaction, là encore dans le Confédéré, de Sonia Toscornu, dont on vient de parler, une volée de bois vert, enfin voilà, vous avez fait tout faux, je ne sais pas si vous avez lu cet article. Est-ce que vous avez commis là une maladresse? Vous avez en tout cas clairement heurté l'appareil de parti PLR. Oui, bon, après, quand on fait de la politique, on ne doit pas être susceptible. Je pense qu'il y a eu des divergences, c'est clair, mais il y a aussi eu des choses qui ont fonctionné, donc moi, je ne porterai pas un jugement autant sévère. Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? Il y a eu des pressions sur nos candidats qui est assez déplorable, je trouve. Alors, sans aller dans les détails, toujours cette envie de ne pas laisser de déposer des sujets ou de vouloir faire adhérer au PLR des candidats. Je trouvais assez dommage, mais moi, je ne retiens pas ça d'une collaboration. Nous, ça nous a donné une expérience au Grand Conseil. Ça nous a montré comment fonctionne le système législatif. Et puis, je pense, dans l'ensemble, voilà, c'est quelque chose que nous n'allons pas renouveler, mais ponctuellement, on peut très bien imaginer des alliances au niveau local. Vincent Bravato, vous avez imposé votre diktat aux élus du Verts libéraux? Bien sûr que non. Des textes ont été déposés par les élus en question. Ils ont été soutenus par le groupe PLR. Ils ont toujours pu donner leur avis aux assemblées de groupe et tout ça. Les candidats ont été vraiment traités exactement comme des candidats du membre du PLR. Et effectivement, il leur a été demandé, typiquement au niveau communal, de cotiser pour le parti communal, ce qui est, à mon avis, complètement logique quand les bénévoles du parti communal vont poser les affiches, etc., et faire campagne pour eux. Je pense qu'une modique cotisation, disons de 50 francs, c'est pas trop demandé. Mais en tout cas, jamais ils n'ont été discriminés, ils ont été traités exactement de manière égale que les candidats du PLR. Et puis, il faut croire que l'expérience n'a pas été si mauvaise si un candidat se représente au Grand Conseil. Oui, il va se représenter pour les Verts libéraux et je pense qu'il se sent bien à sa place chez les Verts libéraux, donc moi j'en suis heureux. Mais là on a clairement le sentiment qu'il y a rupture de bonheur entre Verts libéraux et PLR. Est-ce qu'avec vos propos dans le Nouvelliste, Philippe Janssen, bien vous n'avez pas compromis vos chances finalement d'entrer par vos propres moyens au Grand Conseil, parce qu'il vous faudra quand même des appuis, vous n'avez pas une force électorale indescriptible. Si les libéraux radicaux valaisans sont fâchés, vous allez faire où vos voix? Bon, je ne sais pas s'ils sont fâchés. Comme dit, je pense qu'il y a des sujets qui ont bien fonctionné. Effectivement, je ne conteste pas le fait qu'ils ont pu déposer des textes. Je parle sur certains points, ça n'a pas fonctionné. Moi, je fais de la politique pour du fond. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas sûr que vos auditrices et auditeurs sont très intéressés par ce genre de problématique. Donc, nous, on a 5 ans. Je ne sais pas ce que vous aviez fait à l'âge de 5 ans. En tout cas, on est en pleine croissance. Et puis, je pense que le temps sera venu où nous aussi, les Verts libéraux, seront au Grand Conseil. Et je pense que ça va aller assez vite. Cette année ? On verra, c'est en tout cas l'objectif de notre campagne. Après, en Valais, on a un quorum à 8% que nous considérons antidémocratique, c'est le plus haut de Suisse. En Valais, si vous faites 7,9% dans n'importe quel canton, vous aurez 5 à 6 sièges. En Valais, vous n'en avez pas. Est-ce que c'est démocratique et représentatif? Moi, j'en doute fortement. Et je pense que c'est aussi peut-être une des raisons pourquoi les gens ne s'engagent pas en politique, parce que les idées nouvelles ne sont pas favorisées. Puis tout le monde ne se reconnaît, ma foi, pas dans les idées des grands partis existants depuis des dizaines d'années. Il faut baisser ce quorum. Vous êtes d'accord avec ce que dit M. Janssen? On est le seul canton à être à 8% dans le quorum. Est-ce qu'il faut baisser ce quorum pour permettre à toutes les tendances politiques d'être au Grand Conseil?
Ben non, je pense pas, puisque nous, on a aussi, on a 20 ans, 25 ans d'existence aujourd'hui. C'est vrai que ça a été dur, hein, mais on y est arrivé au niveau du Grand Conseil, au Conseil d'État également. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est une barrière compliquée, mais c'est une barrière compliquée à atteindre qui permet une meilleure représentation des vrais fondamentaux de ce canton. Et on l'a vu avec les votations qu'on a eues cette année-ci, donc que ça soit la constituante ou après la loi climat, effectivement, le Grand Conseil a des idées, mais que ces idées ne sont pas partagées par la population. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est important que les partis politiques représentent vraiment les intérêts du citoyen valaisan de tous les jours, qui travaille et qui a des problématiques de budget, etc. C'est aussi pour ça que notre campagne est pas seulement basée sur la problématique du pouvoir d'achat, mais je veux pas m'étendre sur notre campagne. Pour dire, M. Jensen, c'est qu'on est arrivé, après 20 ans, à rentrer dans les institutions de ce canton. Et c'est vrai que si on répond aux besoins de la population, que ce soit dans le domaine de l'écologie ou ailleurs, vous y arriverez également. Donc il suffit aussi de prendre son mal en patience. Merci. Claude Critin, 2020. Si je peux juste répondre. Oui. C'est plutôt un argument que je trouve qui parle en faveur de l'abolition du quorum, parce que justement, si vous dites que le Grand Conseil n'est pas représentatif de la population, ou du moins il vote contraire à la population, ça prouve bien que des idées ne sont pas représentées au Grand Conseil, qu'il faudrait peut-être renouveler un peu cette méthodologie. Claude Critin, il y a 4 ans, vous perdiez la majorité au Conseil d'État. Au niveau du Grand Conseil, vous perdiez 7 sièges, 48 députés au Valais compris au Grand Conseil. Est-ce qu'après les élections communales, vous dites que l'hémorragie est terminée? Vous dites ça, après les élections communales? Aujourd'hui, on a changé de nom. On a un programme différent. On a fait des changements de structure. On s'est réorganisé en arrondissement. Et pour nous, c'est clair, on a 27 aujourd'hui. Le centre du Valais roman a 27 places, 27 députés. Le centre au total à 48, quoi. Absolument, la famille, mais si je parle du parti directement, et c'est clair que nous, on a l'ambition de gagner plusieurs sièges dans la dynamique dans laquelle on est, après les communales, avec l'engouement qu'on a, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir progresser. Donc le centre, c'est mieux que le PDC? Le centre, c'est beaucoup plus en rapport avec la société moderne, actuelle. Je pense qu'on est plus proche d'une plus grande majorité de personnes que, effectivement, avec ce nom traditionnel qui évoquait plein de choses très différentes dans la tête de plein de gens. Alors si le centre justement avait perdu des plumes il y a 4 ans, c'est le contraire qui s'était produit pour les Verts. Hein. Philippe Chinat, vous étiez présenté à ce moment-là avec 13 élus comme les grands gagnants de ces élections au Grand Conseil. Vous en avez perdu un en cours de route qui a fait dissidence et qui siège comme indépendant. Est-ce que l'effet de mode peut-être semblant un peu passé, est-ce que vous vous attendez à des pertes de sièges? Si oui, de quelle ampleur? Bon, si on regarde le trend des 2 dernières années, bien sûr qu'il n'est pas favorable. Il n'est pas non plus aussi catastrophique que ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'au niveau des élections fédérales, on a perdu 2%. Au niveau des communes, finalement, c'est encore assez bien maintenu. Alors, il y a aussi ce problème des quorums dans les législatifs. On avait 7,97% à Saint-Maurice, on avait 7,6% à Martigny, où on passe tout à coup de 8 à 0. Donc ça, en termes d'élus, oui, ça a été plus difficile dans les législatifs. Donc voilà, on ne s'attend évidemment pas à une nouvelle vague verte où on va passer de 12 à 20, malheureusement. L'idée, c'est de défendre nos sièges. Faire le meilleur score possible, défendre nos sièges, mais c'est clair que c'est pas impossible qu'on en perde quelques-uns au passage. Et ces sièges, est-ce qu'ils pourraient être récupérés, Clément Bourgeot, pour le Parti socialiste du Valais roman, est-ce qu'ils pourraient être récupérés par votre formation, justement? Est-ce que vous lorgnez sur quelques sièges des Verts? Nous, on lorgne sur des sièges partout. On ne fait pas une campagne pour espérer en perdre, mais non. Alors, à choisir, bien évidemment, qu'on préférait pas cannibaliser les sièges de nos alliés historiques et puis plutôt prendre l'autre côté du bord de l'échiquier politique. Il pourrait y avoir une translation de l'électorat des Verts vers le PS? C'est possible, c'est aussi possible qu'on ne les récupère pas, c'est aussi possible qu'on perde. Nous, on espère pouvoir gagner. On a eu un bon trend dans les législatives communaux. On espère poursuivre là-dessus. Et puis, je crois que nos idées parlent à la population depuis quelques temps. On peut penser à la 13e rente AVS, aux Valais qui votent pour l'allègement des primes maladie. Je crois que les thèmes du PS sont soutenus par une majorité de la population. On espère transformer ça en succès électoraux. Ouais, nous, on ne se lance pas dans cette élection, entre guillemets,
en allant au bagne ou en allant à l'échafaud. Donc on va pour défendre nos positions, on va défendre nos idées. On a des idées très claires, notamment sur la préservation des ressources. Le Valais est un canton de ressources. Et puis comparé ou par rapport au PS, qui a un peu le vent dans les voiles, on peut effectivement le dire. On a toujours eu cette discussion. Est-ce que les Verts, quand ils progressent, est-ce que ça se fait au détriment du PS ? La plupart du temps, ça n'a pas été le cas. Et l'inverse est également là. Et j'ai mon voisin ici de gauche qui viennent avec des listes aussi au niveau de l'écologie, hein, mais une autre vision un petit peu sur les solutions de l'écologie. Ça peut aussi être une nouvelle concurrence pour nous. Mais, vous faites peur, votre voisin de gauche ? Il vous fait peur, votre voisin de gauche ? Non, plus que votre voisin de droite. parce que je pense que nous, historiquement, ou ces dernières années, on a eu beaucoup de gens du centre qui ont voté aussi chez les Verts. Ils pourraient voter vers libéraux, ceux-là, non ? Non, mais ne trouvant pas de vision écologique au niveau du centre. D'ailleurs, je la vois toujours pas, en fait. Et maintenant arrivent les Verts libéraux, seuls, cette fois, plus alliés avec le PLR. C'est un peu l'inconnu, on verra bien. Mais je suis pas persuadé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'écologie, elle perd pas de terrain, que ça soit chez nous, que ça soit chez les Verts libéraux, ou que ça soit même chez nos collègues du PS. Vincent Pravato, on termine ce tour de table, avant de passer au dossier. Vous sortez parmi les perdants des communales, mis à part dans le Chablais, vous êtes dans les perdants des communales. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une dynamique défavorable pour le Grand Conseil par rapport à ça ? Est-ce que vous attendez à perdre des sièges ou plutôt, comme Claude Critin, à en gagner ? Alors écoutez, comme disait Clément Bourgeot, enfin en tout cas pas une campagne pour la perdre, on fait une campagne en espérant la gagner. Actuellement on a 27 députés, on a 82 candidats entre la députation et la suppléance. On n'a pas non plus essayé de bourrer les listes pour ratisser large et essayer de faire des voix avec des personnes qui ne sont pas intéressées ou quoi. On a vraiment sélectionné dans les districts des gens qui étaient intéressés à siéger, qui sont connus dans leur région, et puis pour beaucoup qui sont quand même des sortants, on va essayer de rester sur... Et la proximité des communales et des cantonales, ça ne peut pas jouer à votre défaveur ? Alors c'est deux élections différentes. Franchement, je ne saurais pas répondre à cette question parce que c'est vraiment deux élections différentes. Les candidats votent au niveau du district et non plus rien que pour les personnes de leur commune. Donc ça peut quand même ne pas avoir le même impact qu'au niveau des communales. Dalmos, pour conclure avec le Grand Conseil, vous, alors justement, au contraire, vous avez envoyé la sauce, si on peut dire, un nombre très élevé de candidats. Est-ce que vous avez, comme vient de le dire Vincent Pravato, bourré les listes ? Non, pas du tout. On a trouvé des gens intéressés par la chose publique, à apporter leur opinion de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire dans ce canton, comme partout d'ailleurs. Et puis c'est vrai que l'élan qui est venu des élections nationales et des élections communales nous porte et enthousiasme les gens à rentrer sur ces listes de l'UDC. Alors effectivement, on compte sur cette ambiance, cet enthousiasme pour faire un résultat qui soit porteur, parce qu'il y a ça, il y a eu la loi climat, il y a eu la constituante, et tous ces éléments finalement ont donné raison à l'UDC sur les visions par rapport à ce canton et démontrer que l'UDC finalement travaille en fonction des intérêts du Valaisan. Alors on espère aussi capitaliser sur cette formule-là pour que les gens nous soutiennent de manière plus large encore au Grand Conseil. Alors abordons maintenant, pour les 20 minutes environ qui nous restent, la partie thématique, les débats de fond. Depuis juin dernier et les intempéries de la fin du mois, justement, bien le gros dossier du moment, c'est la correction du Rhône. Une commission d'enquête parlementaire, on le sait tous, a été chargée de faire la lumière sur ces événements, de comprendre pourquoi c'est l'immobilisme qui a prévalu durant tant d'années. Quel regard vous tous à vous porter sur cette affaire, donc y compris sur la volonté émise avant ces événements par Franz Hupen et Christophe Darbelet, qu'on retrouve de réviser ce projet. On commencera peut-être avec les gens qu'on estime ou qu'on suppose être les plus critiques à cet égard. Je me tourne vers ma droite, donc en l'occurrence à gauche, par exemple, vers Philippe China. Bon, plus critique. Moi, je crois que dans le Flash Info tout à l'heure, on parlait de magie. Il y a quand même un gros truc de magie là qui se passe, c'est qu'il y a, si je prends Chippy, c'est environ, il y a 1 milliard de francs de dégâts, et en fait, il y a aucun coupable. En France, on parle de vote sanction, on parle de beaucoup de choses, et pour l'instant, il se passe rien. Alors oui, il y a cette commission d'enquête parlementaire qui va faire la clarté sur ce qui s'est passé. Je rappelle qu'en 2021, les Verts ont déposé au Grand Conseil un postulat pour demander justement au Conseil d'État d'avoir une vision claire sur la mise en œuvre de Rhône 3. Le but, c'était aussi de leur dire, on sait qu'à l'interne, dans les services, il y avait des désaccords, mais c'était finalement au conseiller d'État en place de trancher, de faire avancer le dossier. Et moi, je suis quand même perplexe dans le sens où
On a un projet qui a été développé pendant 20 ans, qui est, entre guillemets, adoubé par les autorités fédérales, par le monde scientifique suisse, et qui était sur la table. Il y a une votation et on ne l'a pas mis en œuvre. Et aujourd'hui, personne porte les conséquences de ce désastre. C'est qui les coupables pour vous ? Mais c'est les gens qui étaient ou qui sont à l'exécutif et qui n'ont pas pris les décisions qui auraient dû prendre. Franz Ruppen et Jacques Mély. Mais je ne donne pas de nom, c'est la commission d'enquête qui va dire. Vous dites que c'est la magie, qu'il n'y a pas de coupable aujourd'hui. Oui. Donnez-vous des coupables. Pour vous, c'est qui les coupables ? Je pense que pour moi, les coupables, c'est dans les différents conseils d'État depuis 15 ans, c'est ceux qui ont été en charge des dossiers, de l'aménagement du territoire. C'est ceux-là, oui. Donc Jacques Mély et Franz Ruppen ? Par exemple. Alors justement, on parle de Franz Ruppen, c'est quand même lui qui a remis l'ouvrage sur le métier, si l'on ose dire, et puis qui a remis en question cette correction du Rhône telle que présentée jusque-là. C'était au mois de mai, juste un mois et demi avant ces inondations. Donald Moos, il a fait juste la Franz Ruppen, il fallait se repencher sur ce dossier. Oui, tout à fait. C'est malheureusement un concours de circonstances qui a fait que les inondations sont arrivées, malheureusement arrivées d'ailleurs en 2024. Après 20 ans d'immobilisme, on ne peut pas dire que c'est un concours de circonstances quand même. Mais après 20 ans d'immobilisme, ça c'est la vraie raison. Comment ça se fait que pendant 20 ans on n'a rien fait ? On a fait des études. Mais dans 20 ans, il y a 4 ans aussi. On a fait des études, on a pu savoir que faire. On a fait des travaux d'aménagement hydraulique sur les torrents, les vallées latérales, etc. Et d'ailleurs, tout a été démonté par les crues qui sont arrivées. Et finalement, pour vous, alors ? Et finalement, on doit reprendre le dossier à la base pour faire un travail pragmatique afin de sécuriser le canton, sécuriser le Rhône, et puis donner les moyens aux gens et aux industries de travailler dans cette vallée. Pourquoi reprendre le dossier à la base alors qu'il a été voté par la population, qu'il a été adoubé par la Confédération et qu'il est accepté par les scientifiques ? Pourquoi ? C'est une volonté politique de Christophe Darbellay et de Franz Ruppen et la majorité du Conseil d'État de vouloir reprendre le dossier à la base. Il n'y a personne d'autre qu'eux qui ont voulu reprendre le dossier à la base. Mais il a bien fallu reprendre un dossier à la base pour faire un dossier réaliste et réalisable. On était parti sur des études, comme je disais tout à l'heure, interminables, et puis des dossiers qui allaient coûter quelques milliards dont on n'avait plus la capacité de les financer, alors que ça aurait pris encore des années pour le faire. Aujourd'hui, avec la solution qui est préconisée de creusement du Rhône, ça peut se faire de manière relativement rapide et à des coûts tout à fait raisonnables. Donc je pense que ça valait absolument la peine d'avoir le courage politique de reprendre ce dossier et d'étudier une nouvelle formule. Maintenant, quelle est la bonne formule ? On ne sait peut-être pas encore, mais le courage, c'est important dans les affaires politiques. Je ferai qu'un parallèle. Aujourd'hui, on a laissé, dans le cadre de la transition énergétique, etc., partir dans tous les sens notre économie, notre énergie. Les prix ont doublé. Tout le monde en supporte les conséquences et on doit se reposer la question, qu'est-ce qu'on fait ? Mais tout l'argent qui a été gaspillé pendant ces 20 ans ici en transition énergétique, on ne va pas les retrouver. Donc dans le cas du Rhône, il vaut mieux réétudier le dossier à fond et puis prendre les bonnes solutions utiles et pratiques, pragmatiques pour les Valaisans. Lundi, il y a l'Union des villes valaisannes qui a réagi à ce propos, qui a interpellé le Conseil d'État ce sujet de la 3e correction du Rhône. Claude Critin, vous avez également été président de commune. On sait que pour les communes de plaine, ce Rhône, c'est quand même un souci presque permanent. Quel regard vous portez sur tout ce qui s'est passé ou plutôt sur tout ce qui ne s'est pas passé ? Un regard très différent, mais d'abord j'aimerais juste préciser que le centre a une vision écologique et je pense que l'assainissement des bâtiments, la mobilité et la promotion de l'énergie, ces 3 piliers qui seront énormes dans la prochaine législature et qu'on continuera de s'engager là-dessus. Sur la question du Rhône, j'ai une vision assez différente. Tout ce bruissement, cette recherche de responsabilité, etc. Mon expérience de président de commune, dans une commune où on a eu des catastrophes naturelles qui sont déroulées année après année, c'est que, en fait, si on cherche qui veut revoir ce projet, je pense que ceux qui veulent revoir, il faut discuter avec les gens qui sont en charge des catastrophes, des risques naturels au Valais. Après une catastrophe naturelle, vous prenez les plans que vous aviez faits par beau temps, et puis vous prenez un gros marqueur et vous les modifiez énormément. Ça n'existe pas un plan fait 10 ans avant qui passe à travers une catastrophe naturelle et qu'il ne faut pas reprendre. Mais est-ce qu'il y a un risque de perdre son financement qui a été accepté par la Confédération ? Est-ce qu'il y a un risque concret de perdre le financement de la 3e correction du Rhône ? Si on a du monde au Conseil fédéral, pas. Non, je plaisante. Un peu facile, ça. Non, je pense... Il y a un risque. Non. Et moi, il faut revoir le projet. Donc. Franchement, la dynamique qui existe entre le canton, les confédérations et les communes, c'est plein de gens qui sont
très en souci de la sécurisation des personnes. Aujourd'hui, en Valais, on a une quantité de gens qui vivent en zone rouge. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est pas trop chercher qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans quand on voyait les risques naturels différemment. Ça a totalement changé. L'appréciation des risques naturels, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 15 ans en arrière. Et nos projets prennent trop de temps. Moi, je suis plutôt pour qu'on mette en œuvre avec le Parlement des mesures qui permettent aux mesures d'urgence de s'appliquer de manière plus largement. Aujourd'hui, la législation beau temps pour mettre en œuvre des projets pharaoniques comme celui-là, il est inadapté. Donc il y a des modifications à faire légales pour pouvoir mettre en œuvre. Le projet, à mon avis, doit être modifié parce que l'enseignement des catastrophes naturelles ne permet pas de ne pas modifier les projets. Là, on a donc un président de commune, un ex-président de commune qui s'exprime. Clément Bourgeot, toujours sur ce dossier de la correction du Rhône, la 3e correction du Rhône, revoir par revoir, remettre en cause, repenser. C'est pas le bon moment, il faut les continuer avec le projet antérieur. Alors moi, je suis pas président de commune. Par contre, le lendemain de ces catastrophes, j'ai pu appeler celui de Chipis, qui est socialiste, et puis qui m'a expliqué un peu ce qui se passait. Et puis c'est vrai que quand on écoute les problèmes que ça crée pour une commune, ce genre de catastrophe, on se dit qu'on aurait peut-être dû agir avant. On parlait aussi avant des coûts, que tout est trop cher, qu'il faut pas faire un projet comme ça. Les coûts, c'est Philippe Tina qui l'a dit avant, c'est 1 milliard à peu près pour la zone Chipis-Sierre, avec ces catastrophes. Et il y a un truc qui est intéressant à faire quand on parle de cette correction du Rhône, c'est de se rappeler que c'est la 3e. Si j'invite les auditeurs et auditrices à juste aller regarder sur l'historique du canton du Valais, qui est très bien fait, ça se lit très vite. Pourquoi on en est la 3e? La première, il a fallu la revoir parce qu'elle n'a pas suffi. La 2e, il a fallu la revoir parce qu'elle n'a pas suffi. Et puis là, la 3e, on nous dit « Ah, mais elle est trop grande, elle risque d'aller trop loin ». En fait, on connaît la direction que ça prend, toute cette thématique des catastrophes environnementales. Ça va aller vers du pire. C'est prouvé scientifiquement. Tout un consensus scientifique et politique, à l'exception de quelques partis, est d'accord là-dessus. Donc on a le choix aujourd'hui. Soit on fait un projet où on se dit « Oui, dans 50 ans, il tient encore, on en est sûr ». Ou alors on se dit on va mesure par mesure, et puis c'est la porte ouverte à ce que chaque été, on ait de nouveau des choses comme ça. Et puis les coûts pour réparer des catastrophes pareilles, ce sera vachement plus gros que les coûts d'un vrai projet qui peut tenir sur plusieurs décennies. Donc oui, on va avec le projet initial, on prend les devants, et puis on espère pas avoir à faire une 4e correction du Rhône dans 30 ans. L'avis de Vincent Pravato sur ce même dossier. Vous êtes de Fuy. On sait qu'à Fuy, record cantonal à peu près de maisons, d'édifices en zone rouge. Le Rhône, vous le côtoyez au quotidien. Ça doit vous interpeller. Est-ce que là, avec cette remise en cause, on va dans la bonne direction ? Alors moi je pense pas du tout, et puis je partage ce qu'ont dit plusieurs de mes préopinants, et contrairement à ce qui a été dit par Claude Critin, je pense que justement si on dit qu'il y a vraiment du danger, je pense que c'est justement pas le moment de tout remettre en question, et à mon avis juste creuser le Rhône, c'est peut-être un petit peu moins sécuritaire que tout ce qui a été développé jusqu'à présent. Ça a été validé par toutes les instances, on a un financement qui est assuré par la Confédération pour le moment, et puis justement il y a des zones à sécuriser, c'est pas le moment de revoir le dossier au complet, on voit comment ça a pris de temps déjà jusqu'à présent, et puis on voit le cas justement de Fuy où il y a des centaines de maisons en zone rouge, et c'est plus possible de vivre avec ce Rhône qui met en danger au quotidien la population valaisanne. Oui, alors moi je pense qu'on a une vision totalement décalée, mais c'est peut-être par rapport à l'expérience, mais s'il y a vraiment un danger, on ne doit pas être en train de revoir les plans, etc. On doit être en train d'entraîner les plans d'urgence. Aujourd'hui, ce qui devrait être fait dans les communes où il y a du danger, pour assurer les présidents, c'est entraîner les plans d'urgence. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça veut dire qu'au Japon, il y a les sonneries qui ne sonnent pas qu'une fois par année. En Autriche, ça sonne tous les mois pour rappeler aux gens qu'il faut garder une certaine activité. Il y a des dangers. C'est certain, il y a des gens qui sont en augmentation en Valais. Et la solution à court terme, c'est de permettre aux gens de s'entraîner à évacuer les zones de danger chaque année, tous les 2 ans, 3 ans. Personne n'en parle suffisamment. Et ça, c'est la première mesure à prendre pour rassurer les citoyens dans les communes. Et le plan, on doit l'adapter le plus vite possible. Mais il manque malheureusement ce volet pour le danger immédiat. Ou alors on réduit les risques avec un projet qui permet d'assurer tout le monde sur 50 ans. Oui, mais le danger, il sera l'année prochaine. Cette année, cet été, il a lieu de nouveau. Et la responsabilité des gens qui sont en charge, c'est d'amener une solution rapide. On sait que ces solutions légales de projet, ça va prendre 10 ans. On sait le nombre d'oppositions qu'il y a eu. Mais ce qu'on devrait faire, c'est dans le concret, entraîner les plans d'urgence, entraîner l'évacuation des gens. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça inquiète la population, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire. Philippe Janssen, est-ce que justement le côté pragmatique, l'aspect terrain de Claude Critin qui vient d'évoquer, ça vous parle ? Vous comprenez qu'il faut plutôt agir plutôt que de
revoir un plan et revoir un plan encore une fois? Ce qui aurait été pragmatique et surtout courageux à l'époque, c'était de prendre les décisions que les experts et les scientifiques ont demandé de prendre. Les plans sont clairs, les rapports étaient clairs, et je parle des années 2010-2014, c'était très clair des zones rouges, notamment dans la zone de sous-Gironde, qui est aujourd'hui particulièrement touchée, qu'on ne vient pas aider aujourd'hui ces habitantes et habitants, donc ils sont un peu laissés au dépourvu. Donc je comprends un peu cette critique à l'État qui était inactif et qui n'a pas osé, par le biais de certains représentants, prendre des décisions nécessaires à l'époque, même qu'elles sont impopulaires. Et je pense que c'est aussi ça la politique, c'est d'oser être impopulaire et d'oser prendre des bonnes décisions pour le futur, même si voilà, on peut potentiellement perdre en électorat. On est là avant tout pour prendre des décisions dans une vision d'avenir. Il nous reste 4 minutes. On va prendre le thème, la préoccupation numéro 1 des Suisses en 2024. C'était plus le climat et le réchauffement climatique, c'était le pouvoir d'achat, l'érosion du pouvoir d'achat. C'est le cheval de bataille de l'UDC, entre autres. On va faire un tour de table, 2 propositions maximum pour lutter contre cette érosion du pouvoir d'achat par rapport à vos positions politiques. 2 propositions très concrètes pour les citoyens. Comment lutter contre cette érosion du pouvoir d'achat en Valais si on est élu au Grand Conseil ou au Conseil d'État? On commence peut-être avec Donald Moss. 2 propositions concrètes. Merci, mon cher. 2 propositions concrètes pour lutter pour le pouvoir d'achat. Malheureusement, au niveau cantonal, ça sera très difficile de les prendre. Je pense que ce type de décisions, elles sont prises au niveau fédéral. Je parlais de la loi sur l'énergie tout à l'heure. Toutes ces affaires climatiques qui ont fait doubler le prix de l'énergie. Doubler le prix de l'énergie, ça entraîne le doublement pas le doublement, mais l'augmentation de tous les prix. On ne peut pas agir sur le pouvoir d'achat au niveau cantonal. Oui, on peut sur des mesures cantonales par rapport au budget du canton. On a d'ailleurs refusé cette fameuse constituante qui allait coûter une centaine de millions d'après les chiffres qui étaient sortis. Donc je pense que c'est important pour lutter contre l'érosion du pouvoir d'achat. Pas qu'est-ce qu'on a. C'est important que l'État dépense moins pour lutter contre l'érosion du pouvoir d'achat. Parce que plus l'État dépense, plus on va devoir payer. C'est clair, au niveau cantonal, c'est cette mesure-là. Après, quelles mesures on pourrait prendre dans le domaine des soins infirmiers, de la santé, etc., pour faire réduire les coûts au niveau cantonal, il y aurait des choses à faire. Mais la vraie mesure au niveau du pouvoir d'achat, c'est à Berne, c'est sur la politique monétaire et c'est sur la politique de l'énergie qu'on peut avoir des mesures qui auront un réel impact sur le pouvoir d'achat. Clément Borgeaud. Plafonnement des primes maladie, initiative du PS, salaire minimum, initiative de la gauche, je dis PS, mais aussi avec les partenaires de gauche. J'en ai plein d'autres, un 13e rente AVS qu'on a gagné, moratoire sur les loyers, augmentation des allocations familiales. Non, quand il faut aider le pouvoir d'achat de la... 2 priorités. 2 priorités, plafonner les primes et puis salaire minimum. Lipchina. Ça a été dit, on s'engage dans une initiative cantonale pour plafonner les primes. Je crois que ça, c'est une urgence pour répondre à la question du pouvoir d'achat. Et puis la deuxième, voter écologiste, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Par exemple, on peut prendre des mesures pour consommer moins, mais mieux. Juste un mot là-dessus, plafonner les primes, ça veut dire que c'est quand même l'État qui intervient et qui prend la relève, parce que les primes, elles continuent d'augmenter. Donc ce qui veut dire qu'il faut de l'argent. Donc on va ponctionner encore davantage le contribuable à la fin en tournant rond. La question, est-ce que c'est aux citoyens de trouver des solutions ou bien est-ce que c'est à l'État de trouver des solutions? Si on augmente la pression financière sur l'État, sur le monde politique, lui va devoir chercher des solutions. D'autres critères, vos solutions à vous? Moi, je pense qu'on est le canton qui a le plus fort potentiel pour améliorer le pouvoir d'achat de nos citoyens. Il y a une recette assez simple et qu'on a pratiquée ces dernières années et qui nous a amené à avoir beaucoup de fruits qu'il suffit de replanter. On va continuer de booster tout ce patrimoine qu'on a d'étudiants, de hautes écoles, tout ce patrimoine d'innovation, tout ce patrimoine de start-up, et toute cette innovation qui est en train de se mettre en cours, tous ces brevets qui se déposent, eh bien, ça peut que déboucher sur une économie encore plus forte en Valais. On le voit avec toutes ces entreprises qui se développent. On n'a pas baissé la péréquation intercantonale avec ça, hein. Eh bien, c'est une. Toutes ces années, hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet. Hein. On est toujours autant dépendant. Eh bien, c'est une raison de plus, parce que quand on a un quart de nos revenus qui nous proviennent des confédérés, on devrait avoir cette fierté et ce réflexe de dire on doit être capable. On n'est pas plus con que les autres confédérés. On doit être capable, avec tout ce qu'on attire comme cerveau en Valais. Donc une économie plus forte. Eh bien sûr. Et on a. Vous n'avez pas dit le contraire, Vincent. Les fruits sont là. Ah non, vous ne pouvez pas. Hein.
Je vais pas dire le contraire, mais pour moi, je vais dire quelque chose d'une pierre deux coups. On va dire, c'est vraiment quelque chose contre le PLR milite, c'est la politique arrosoir, et qu'on cible plutôt les aides. Donc, en ciblant les aides, ces personnes-là sont directement aidées dans leur pouvoir d'achat. En même temps, on permet de contrôler ces dépenses et donc, d'un autre côté, de limiter l'imposition des autres personnes. Un exemple concret dans le cibler les aides, ça veut dire quoi? Les allocations familiales et tout ça, on en a déjà parlé au Parlement. C'était il y a 2 ans, sauf erreur, qu'on distribue à tout le monde, y compris aux millionnaires, ce qui n'est pas forcément pertinent. Et quoi qu'il en soit, la politique du PLR est claire. Elle a encore été rappelé la semaine passée à l'Assemblée du PLR suisse. C'est vraiment que quelqu'un qui travaille ne doit pas avoir du mal à boucler ses fins de mois. Des mots de la fin pour M. Janssen? Oui, alors moi je rejoins Vincent Pravato sur le concept libéral de l'économie de marché qu'on a en Suisse. L'inflation, c'est un concept purement d'une économie libérale de marché, ce qui fait que je suis un libéral et pas forcément de gauche. Le problème, c'est que l'inflation, c'est une hausse générale des prix qui est généralement due à une quantité d'argent trop importante en circulation. Et puis, le seul moyen de couper cela, c'est de ne pas soutenir tout le monde, évidemment. C'est de ne pas créer trop de pouvoir d'achat. Ça peut être dur, et là encore, c'est pas populaire, mais c'est un concept libéral de notre économie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour interrompre cela, il faut éviter que les gens dépensent plus pour... Il ne faut pas aider trop de gens. Non. Il faut aider des bonnes personnes. Il faut aider des bonnes personnes. Il faut couper ce cycle inflationnaire. Parce que plus des gens, vous leur donnez d'argent, plus on va on va dépenser, plus on aura un cycle inflationnaire, plus l'inflation va continuer d'augmenter. Donc, à court terme, ça fait plaisir au porte-monnaie. À long terme, ça ne fonctionnera pas. Donc, la seule solution, c'est de miser sur des bons investissements de la BNS. Et ça, on espère qu'ils le fassent. Et puis, c'est d'aider les gens les plus pauvres qui ont vraiment de la peine à boucler leur fin de mois. Bon, l'inflation n'est pas due simplement au fait qu'il y ait trop d'argent en circulation. On peut aussi l'importer, l'inflation, quand les prix des matières premières explosent. Là, ça n'a pas de rapport direct avec l'argent en circulation. Merci à vous tous d'avoir participé à ce premier débat commun Nouvelle Liste Rhône FM, dédié donc aux élections cantonales 2025. Prochain exercice du même type, avec une table un tout petit peu moins masculine. Ce sera le 6 février à 20h cette fois, avec l'ensemble des candidats au Conseil d'État. Et puis, dans l'intervalle, mais là sur Rhône FM seulement, nous accueillerons dès lundi prochain dans notre matinale de 6h30 à 7h45 chacun des 6 candidats et nous ouvrirons les feux avec, bien entendu, Christophe Darbellet. Merci à tous et bonne soirée.